Et bienvenue Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Bonjour à vous. Bonjour madame. Nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne. Vous êtes président du comité de campagne d'Emmanuel Macron. Je pourrais vous demander si c'est plié, mais vous me répondrez que la démocratie impose qu'on n'aille pas jusque-là. Bon, il n'y a aucun sondage depuis 15 jours qui a donné Marine Le Pen gagnante. Au minimum, vous admettrez que ça n'est pas mal parti ? Évidemment qu'on sent sur le terrain, dans l'opinion publique, que la confiance dans le candidat Macron augmente. Mais d'abord, il faut respecter les échéances. Tant que le vote n'a pas lieu, on ne va pas faire comme si les choses étaient décidées, puisqu'elles ne le sont pas. Donc c'est le peuple français qui décide. Et puis, moi je me souviens, vous savez, je me suis une fois endormi, si je puis dire, devant la télévision avec Madame Clinton, présidente des États-Unis. Je me suis réveillé avec Monsieur Trump. Ouais. Donc, si vous voulez, il faut être concentré, mobilisé jusqu'à la dernière heure pour convaincre le plus grand nombre de Français que le meilleur président de la République possible pour notre pays, c'est Emmanuel Macron, et que le programme qui répond aux défis de notre époque, c'est celui que nous portons avec lui. Alors, son programme, on va s'y arrêter sur certains points. Il a fait des promesses en matière de pouvoir d'achat, Emmanuel Macron. S'il est élu, il a promis un chèque alimentation, une revalorisation des retraites. Dès juillet, il a précisé hier entre 4 et 4,5% en fonction de l'inflation. Ce seront les toutes premières mesures qui seront mises en œuvre par le président s'il était élu. Il n'a pas fait que des promesses. Il a déjà pris des décisions sur le bouclier énergétique, par exemple. Songez que nous payerions notre électricité 5-6 fois plus cher s'il n'y avait pas eu la décision de bouclier qui avait été prise. S'il n'y avait pas eu la ristourne concernant le prix à la pompe, on aurait aujourd'hui 20 centimes de plus sur chaque litre d'essence que l'on met dans notre voiture. Donc ça, ce sont des réalisations. Pour l'avenir, évidemment, les premières décisions à prendre seront celles relatives au pouvoir d'achat. Vous venez d'en citer quelques-unes. Et la prolongation également de ces boucliers devra être décidée. Donc c'est tout un arsenal de mesures que nous prendrons au plus vite pour faire en sorte que le pouvoir d'achat ne soit pas trop entamé par l'évolution inflationniste liée notamment à la guerre en Ukraine. Alors, au plus vite, vous êtes le spécialiste de la question parlementaire. Au plus vite, c'est après les élections législatives. Il faut une loi. Alors, dans toutes ces mesures, certaines relèvent du règlement, c'est-à-dire que des décrets peuvent être pris par le gouvernement qui a le pouvoir réglementaire en France. Laquelle, par Et exemple ? ensuite, si ensuite on doit faire un projet de loi de finances rectificatif, parce qu'il faudrait bouger des crédits fléchés ici pour aller vers là, eh bien, éventuellement, une loi sera prise. Et d'ailleurs, dès après votre émission, je rencontre Bruno Le Maire pour évoquer tous ces aspects et donc je pourrais revenir demain pour vous donner le détail de la réponse. D'accord, mais la revalorisation des retraites, c'est un acquis, c'est réglementaire ou c'est une décision qui est prise. C'est une décision qui est prise, ce sera au 1er juillet, de toute façon. Un chèque alimentation, bon, c'est pour qui Ce serait pour qui ? Pour tous les Français ? L'idée est de placer cette mesure sous condition de ressources, mais d'aider celles et ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin à accéder à la nourriture de qualité. Mais ce seront par exemple pour des foyers qui sont sous le seuil de pauvreté. Est-ce que le curseur, ce sera le SMIC ? Chacun comprend l'idée. Ensuite, évidemment, comme toutes ces mesures-là, elles ont vocation à être concertées, discutées, et on verra où sera mis le curseur. Mais on comprend l'esprit de la décision qui est prise, c'est aider ceux qui en ont le plus besoin à accéder à la nourriture de qualité. Quand ? À votre avis, le plus vite possible. Est-ce que comme la revalorisation, ce serait pour le mois de juillet, par exemple ? Moi, je souhaite que ce paquet, si je puis dire, de mesures soit pris ensemble, au début de l'été. Au début de l'été. En tout cas, le plus vite possible. Bien sûr. Et ça n'est pas arbitré, c'est ce que je comprends, hein. La mesure n'est pas complètement arbitrée, il va falloir préciser si c'est-à-dire qu'on met sur la table une proposition, et ensuite, lorsque on est aux responsabilités, on la discute avec celles et ceux qui sont au plus près du terrain et des besoins. Alors, les retraites, c'était quand même l'un des emblèmes du programme d'Emmanuel Macron. Il s'agit de retarder l'âge légal de la retraite à 65 ou 64 ans. L'objectif, on l'a bien compris, c'est d'assurer le financement de l'avenir des caisses de retraite et financer par exemple des mesures sociales comme le minimum vieillesse qui va augmenter à 1 100 € si Emmanuel Macron est élu. Hier, sur France 2, il a précisé un calendrier. Janvier 2023, application de la réforme. Prenons le cas d'une femme qui va pouvoir partir, elle va avoir 63 ans en 2023, elle peut partir en janvier 2023, elle a tous ses trimestres. Ça veut dire que
elle devra décaler d'un trimestre son départ à la retraite? Alors, revenons un peu dans le détail sur ces questions compliquées. Oui. D'abord, le premier objectif, c'est de faire en sorte que pour une carrière complète, personne n'ait 1100 euros de retraite, moins de 1100 euros de retraite. C'est quand même ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de se dire qu'il nous faut améliorer nos droits sociaux. Par exemple, porter jusqu'à l'âge de 12 ans l'aide à la garde d'enfants, qui aujourd'hui s'arrête à 6 ans. Bref, c'est donner un certain nombre de droits, c'est installer le versement à la source, c'est-à-dire dès qu'on peut prétendre à une allocation, à une aide de solidarité, la recevoir et éviter le non-recours. Ça, on a et donc compris. ensuite, non mais c'est très important parce qu'il faut comprendre ensemble. Oui. Ensuite, pour financer notre modèle social que nous voulons améliorer, le nombre d'emplois dans les EHPAD par exemple, bref, on avait 3 solutions. La solution, c'était de dire on laisse les choses se dégrader, et puis les riches font ce qu'ils veulent et les pauvres n'auront rien. Première hypothèse, nous n'en voulons pas car ce serait injuste. Faire de l'impôt, nous n'en voulons pas, parce qu'on prélève suffisamment dans notre pays. Donc, pour financer ce modèle social, il nous faut travailler plus pour partager plus. C'est ça l'enjeu. Entendu. Alors ensuite, je vais répondre sur la question. Eh bien, tout dépend si la dame que vous évoquez a fait une carrière longue, si elle a commencé à travailler avant 20 ans, si elle a fait des travaux pénibles, usants, dont la liste et les critères seront définis avec les partenaires sociaux. Donc il n'y a pas de réponse uniforme pour tous. Ce que l'on sait, c'est que à terme, c'est-à-dire dans 10 ans, au rythme de 4 mois tous les ans. À partir de 2023. Alors, à partir du moment où la loi sera adoptée. Oui. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Oui, mais c'est le président qui a parlé du mois de janvier. Oui, mais c'est le Parlement qui adopte les lois, si vous voulez, si vous me permettez de le dire. On y reviendra. Bien. Donc, il y aura toujours 3 âges, si je peux dire, de départ à la retraite. 55 ans pour les travailleurs handicapés, 62 ans pour les personnes qui auront une carrière longue, pénible, usante, si je puis dire, à cause de métiers particulièrement éprouvants. Et à terme, au rythme de 4 mois par an pendant 9 ans, il y aura cet allongement de la date légale de départ à la retraite. Voilà. Mais c'est ça la proposition qui va être mise en débat et qui sera ensuite débattue au Parlement. Qui suscite, vous le savez, Richard Ferrand, forcément des questions. Ça n'est pas une loi ou une proposition populaire. Les Français les moins aisés peuvent être inquiétés. Donc vous avez répondu à un certain nombre de points. Je vous repose ma question. La personne a tous ses trimestres. Il n'est pas question de carrière. Oui, mais il ne faut pas confondre le nombre de trimestres et la durée légale. Elle part en 2023. Elle a calculé, etc. Elle peut partir en 2023, cette personne, avec tous ses trimestres. Oui. Est-ce que, compte tenu de la mise en œuvre de cette réforme, en 2023, elle devra de facto décaler d'un trimestre? Oui ou non? Je vais vous répondre, madame. Pour bien comprendre les choses, il ne faut pas mélanger les carottes et les choux-fleurs. Il y a d'un côté le nombre de trimestres cotisés qui ouvre droit à une pension complète. Oui. Et ensuite, il y a l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits à la retraite. Donc, si je prends le cas de madame qui a 63 ans, me dites-vous, eh bien, j'imagine tel que les choses sont pensées, que si elle a en janvier 2023 63 ans, elle pourra évidemment partir en retraite, puisque 62 ans plus 4 mois, ça fait 62 ans et 4 mois, et c'est donc inférieur à 63 ans. Donc cette dame pourra paisiblement partir en retraite. Il a promis de discuter, le président. De quoi? Et avec qui? Et quand? Écoutez, discuter avec toutes les personnes concernées, les organisations syndicales, les responsables des branches professionnelles, la médecine du travail, enfin, avec tout le monde, avec les parlementaires. À partir de quand? Bien, dès l'instant que le projet de loi sera mis sur la table, comme toujours et comme d'habitude. Donc pas avant le mois de juillet, l'élaboration du projet de loi? Oui, ensuite on ouvre une concertation, ensuite il y a des auditions. Non mais tout le monde n'est pas, vous savez, aussi agile que vous dans les calendriers de l'élaboration des lois, et elle est importante. Donc la concertation, elle ne commence pas avant les législatives, où c'est tellement important, et ça prend quand même beaucoup de temps, ça pourrait intervenir dès la préélection, la concertation. Dès qu'un gouvernement sera nommé et la personne en charge de cet enjeu, j'imagine qu'immédiatement
les consultations, les débats vont s'ouvrir, oui. Donc dès après l'élection et avant les législatives, ce serait en fait Bah, assez souhaitable. Bah oui, bien sûr. Mieux sont préparés les textes, mieux on se porte et mieux on légifère. Alors je vous demandais de discuter avec qui, parce qu'il n'y a pas un syndicat qui est d'accord pour bouger l'âge légal. J'en ai pas Non, mais vous trouvé savez, Madame Martichoux, partout en Europe, sauf chez nous, et puis il faut arrêter de yoyoter sur cet âge fétiche, si je puis dire. En Espagne, en Italie, en Allemagne, un peu partout ailleurs, on est à 60, 67 ans même. Bien. Là, ce que l'on met sur la table, c'est quelque chose de positif pour notre modèle social. C'est comme ça quand même qu'il faut l'entendre. L'irresponsabilité consisterait à dire on ne change rien, et il fallait une sacrée dose de courage pour mettre ça sur la table à la veille d'une élection présidentielle, permettez-moi de le souligner, là où d'autres font de la démagogie en disant 60 ans pour tous. Donc reconnaissons où est le courage et où est l'ambition pour que notre modèle social s'améliore. Si on souhaite cela, ce n'est pas pour punir des citoyens français, ce serait absurde. C'est de dire, nous avons besoin de renforcer notre modèle social et nos solidarités collectives, et nous financerons ça par le travail de tous, en tenant compte, évidemment, des carrières longues et pénibles. D'accord, on comprend voilà bien. La philosophie J'ai générale. bien compris. Et la philosophie, elle est acquise. D'ailleurs, Elle n'est d'ailleurs pas à discuter. Mais vous savez à quel âge en moyenne on part en retraite aujourd'hui, Oui, en vérité. Ça a été beaucoup dit pendant la campagne. Donc c'est plus de 63 ans, donc il n'est pas nécessaire, si je puis dire, de faire une fixation et d'instiller l'idée que ça tomberait comme un coup près. C'est au bout de 9 ans, avec une clause de revoyure, avec des discussions permanentes avec les branches professionnelles, pour voir d'ailleurs comment on travaille pour que les carrières soient moins dures dans la durée. Donc ça interroge la prévention des risques au travail. Bref, c'est ça qui sera c'est quelque chose qui est globalement vertueux. Et pas le départ de l'âge légal qui, lui, est acquis dans l'esprit du président candidat. Est-ce que le résultat de dimanche, quand même, déterminera en partie le rythme, le périmètre de la réforme? Est-ce qu'il y aura une lecture politique qui pourra avoir une influence sur cette promesse du candidat? Vous savez, je crois que le président de la République a clairement expliqué pendant cette campagne qu'il souhaitait une participation plus collective C'est vous qui aviez au débat. Le grand débat permanent. Oui, je milite pour cette idée du grand débat permanent, c'est-à-dire que les députés, quand ils sont saisis d'un texte, plutôt que de faire des auditions avec des têtes de réseau dont on connaît les positions par avance d'ailleurs, ils aillent plutôt sur le terrain, dans les départements, un peu comme on le fait pendant une campagne électorale, pour mettre en débat avec les citoyens les choses, les expliquer, voir ce qui est contesté, voir ce qui appelle des précisions, ce qui parfois doit être corrigé parce qu'on n'y pense pas. Bref, c'est que l'on donne de plus de place à la controverse citoyenne au-delà des seules campagnes électorales. On y reviendra, tiens. C'est cela l'idée que je me fais du grand débat permanent. Marine Le Pen, dans son dernier meeting hier à Arras, a déclaré « Nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite ». Dans le débat mercredi soir qui l'opposait à son adversaire, Emmanuel Macron n'a pas du tout attaqué sur ce thème. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen n'est pas l'extrême droite. Alors, Marine Le Pen est évidemment l'extrême droite. Évidemment. Son projet, c'est quoi? C'est un projet nationaliste. Et c'est un projet autoritaire. Songez qu'elle propose de faire sur tout et n'importe quoi, en violation de notre Constitution, des référendums qui ne pourraient pas avoir lieu. Des professeurs de droit, d'ailleurs, ont très bien expliqué cela. Le professeur Rousseau, Madame Levade, etc. Donc c'est un régime autoritaire qu'elle souhaite mettre en place. Mais quand on dit autoritaire, ça veut dire en violation des règles communes, comme Orban l'a fait en Hongrie et d'autres ailleurs. Mais on dit qu'il est populiste. On ne dit pas forcément non, qu'il est d'extrême droite. Est-ce que Marine Le Pen n'est pas plus populiste que d'extrême droite? Non, Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite. Ce qu'elle fait d'extrême droite, d'abord, c'est une version nationaliste où hier, dans son meeting, elle ose dire qu'une partie des Français qui ne voteraient pas pour elle serait l'anti-France, en quelque sorte, n'aimerait pas la France. Mais enfin, au nom de quoi donne-t-elle des brevets d'amour de notre pays à un tel ou à un tel? Donc, c'est toutes les vieilles thèses rances de l'extrême droite qu'elle porte. Ensuite, avec son histoire du référendum, elle dit voilà, moi je ferai du référendum, mais je pourrais néanmoins mettre un droit de veto sur un certain nombre de choses. C'est une dérive autoritaire qui nie le Parlement, qui nie les institutions et qui viole la Constitution. Et sur le fond, parce que ça j'y tiens, elle propose notamment son premier référendum pour créer des inégalités de droit entre des Français et des étrangers
en situation régulière, bien entendu. Or, le Conseil constitutionnel a toujours rappelé que la Déclaration universelle des droits de l'homme fait que nous sommes à égalité de droits. Néanmoins, Richard C'est Ferrand, cela qu'elle porte, et si ça, c'est pas l'extrême droite, expliquez-moi ce que c'est, Madame Artichoux. vous êtes président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Marine Le Pen, si elle n'est pas élue, aura néanmoins réuni sur son nom, en 2017, plus de 10 millions d'électeurs, peut-être davantage. On verra. Elle ne sera représentée que par quelques députés, je ne sais pas, je ne peux pas dire de nombre, mais qui n'est pas relatif, on va dire, à ce qu'elle aura totalisé comme voix au second tour. C'est un dysfonctionnement démocratique. Comment répondre politiquement à cela au lendemain de l'élection? D'abord, une fois encore, laissons les Français voter dimanche, et puis laissons les Français voter au mois de juin pour choisir leurs députés. Vous connaissez ce déséquilibre. Au fond, vous m'interrogez sur le mode de scrutin. Je vous interroge me dites, sur la réponse politique à une situation que les Français ne comprennent de moins en moins. C'est-à-dire beaucoup de voix à la présidentielle et peu de députés ensuite. Et très peu de représentation. Bien. Donc c'est bien un enjeu de mode de scrutin, c'est bien ce que je vous dis. Si c'est ça la seule réponse, alors oui. Mais non, ça c'est pas la seule réponse. Moi je crois qu'il y a deux choses à faire. D'abord, il faut continuer le travail de conviction au lendemain des élections. Il faut que toutes celles et tous ceux qui ont pris la mesure de la dangerosité et du caractère néfaste des propositions de Mme Le Pen qui a enfumé une partie de notre population, eh bien, ils continuent le travail de conviction. Il faut que nous militions plus pour discuter avec nos voisins, nos cousins, nos collègues de travail, les gens que l'on croise lorsque l'on est parent d'élèves ou membre d'une association, que l'on porte les convictions et que l'on fasse plus de politique pour que le débat continue. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est... Et le président a souhaité que soit créée à cet égard une commission dite transpartisane pour réfléchir au fait que l'on organise mieux la représentation des sensibilités politiques exprimées et des territoires. Je pense que c'est une bonne initiative qui permettra d'aboucher. Une réforme du mode de scrutin qui ne sera dans les faits réalisée que la prochaine élection législative, dans 5 ans, si on change de mode de scrutin. Dans 5 ans, ou plutôt si l'Assemblée devait être dissoute. Entre-temps, comment doit-on gouverner dans cette France-là? Qu'est-ce qu'il faut changer comme gouvernance? Le président Macron n'a pas réussi, et vous le savez, à réconcilier les Français avec la politique et à faire baisser le camp nationaliste. C'est une responsabilité majeure qui lui incomberait s'il était élu. Quelle réponse politique? Mais Madame Martichoux, moi je veux bien que nous portions toutes les croix, mais enfin... pardonnez-moi, mais les grands partis de gouvernement, qui étaient naguère le Parti socialiste et les Républicains, ils totalisaient en 2012 55% des suffrages et 10 ans après, moins de 7%. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été en capacité, qu'ils n'ont pas assez travaillé pour proposer une alternative crédible, et je l'ai dit et j'ai mis en garde bien avant le premier tour de scrutin, qu'au fond, les Françaises et les Français se disaient il n'y a que 2 termes à l'alternative, c'est ce que propose le président Macron et l'extrême droite. Donc, il faut que les partis démocratiques, je le disais avant, se remettent au travail. C'est essentiel. Vous avez été 25 ans au Parti socialiste. Oh, plus, vous avez été hélas. le premier député socialiste à rallier Emmanuel Macron. Hélas, dites-vous. Non, pas hélas d'y avoir été. Bien sûr. Je suis triste de voir ce qu'il est devenu. Alors, il se prononce pour une main tendue à la France insoumise. Ça vous inspire quoi pour les législatives? Eh bien, ça m'inspire ce que plusieurs élus et militants socialistes ont écrit. C'est que le Parti socialiste, qui a été celui de François Mitterrand, de Michel Rocard, de Lionel Jospin, aujourd'hui n'a rien en commun, en vérité, avec la France insoumise. D'ailleurs, Mme Hidalgo elle-même l'a plusieurs fois dit, courageusement, pendant sa campagne. Et que maintenant, on cherche des alliances dans le but, si je comprends bien, de sauver quelques députés, si j'ai bien compris. Ça ne me paraît pas à la hauteur des enjeux pour ce grand parti socialiste qui a été celui de François Mitterrand. Encore 3 questions, très rapides, pardon. Le temps de parole nous est compté, surtout à vous. C'est pas l'affaire du président de la République de mener la bataille des législatives, a dit Emmanuel Macron. Vous pouvez me traduire cette phrase? Dans nos institutions, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et le chef de la majorité. Donc il faudra choisir un Premier ministre pour mener cette bataille? Depuis toujours, le Premier ministre... Vous savez, le Premier ministre, il a une double légitimité. Il est nommé par le Président, mais il doit aller obtenir la confiance au Parlement. Il est donc normal que le ou la Premier ministre qui va être nommé mène campagne pour faire en sorte qu'il y ait une majorité ensuite de députés qui lui apportent la confiance qui est nécessaire. Donc il faut changer le Premier ministre?
pour mener cette bataille. Changer, non, mais changer ou le garder. Moi, c'est pas ça, ça relève pas de mes compétences. Mais il faut en tout cas un Premier ministre qui aille chercher la confiance parlementaire. À votre avis. Je n'ai pas d'avis sur ce qui ne me concerne pas. Vous pourriez être Premier ministre, à la limite, Non, mais la question ne se pose pas. si on vous le demande. Non, non, mais attendez, la question n'est pas une affaire personnelle. Moi, je pense au second tour de l'élection présidentielle. Où serez-vous dimanche soir, d'ailleurs? Eh bien, je vais aller voter le matin à Motref chez moi, et ensuite je prends le En train Bretagne, pour ceux à qui ne le Guingamp, sauraient pas. et je rentre dans la journée. Encore un Pour vous mot. dire. Création d'un grand mouvement politique d'unité et d'action, a dit Emmanuel Macron textuellement le soir du premier tour. Il le précisera peut-être au Champ de Mars ou ailleurs dimanche soir. Ça met en émoi certains de vos partenaires comme François Bayrou et Édouard Philippe qui veulent garder leur marque. Édouard Philippe, il a peur d'être marginalisé. Vous le rassurez ce matin? Je ne pense pas qu'il ait besoin de moi pour être rassuré, Édouard Il Philippe. paraît que si. Ah non. D'être rassuré, il a non, besoin. Non, mais l'idée, elle est assez simple. Vous-même, vous m'avez posé la question sur comment faire les choses après un tel score, quel qu'il soit, obtenu par Mme Le Pen. Eh bien, c'est le rassemblement. Donc, il faut commencer par rassembler les Français, c'est le plus important. Et ensuite, il faut que les forces de la majorité se rassemblent pour soutenir la mise en œuvre du projet Sous une même présidentiel. bannière. Une bannière de la majorité. Bah oui, qui très remplacerait logiquement. un mouvement qui Oui, restera pour l'éternité. ça, j'en sais gazeuse. rien, j'en sais rien. Ah bah si, vous le savez très non, bien, ce que parce je que sais, vous en c'est êtes un qu'il faut que promoteur. nous soyons unis, rassemblés, et que l'intérêt général passe devant l'intérêt de boutique. J'aurais aimé vous demander ce que vous avez retenu de positif dans cette campagne qui a été très négative, mais c'est fini. Les compteurs sont arrêtés. Richard Ferrand, bonne fin de campagne. Merci. La campagne officielle dure jusqu'à ce soir, 20h. Vous pouvez la suivre bien sûr sur LCI. Bonne journée à vous.